Il y a plein de gens qui cherchent à se rassurer, qui trouvent des repères, qui trouvent des codes, et comme dans tous les environnements, pour certains, les codes sont au service d'un mode de vie, pour d'autres, ils préfèrent se mettre au service des codes pour mieux vivre. Bienvenue dans Cravate Club, le podcast qui va à la rencontre des passionnés du vestiaire masculin. À travers ces échanges avec mes invités, qu'ils soient des professionnels du domaine ou des érudits, vous découvrirez les secrets, les astuces et les bonnes adresses des hommes les plus élégants. Je tiens à remercier Plan JCI pour son commentaire sur Apple Podcast. J'ai découvert le format podcast au travers de la démarche de Jessica et j'avoue être séduit, outre par le format, mais avant tout par les thèmes abordés et ces échanges spontanés autour du vestiaire masculin. Félicitations et j'ai hâte de découvrir les prochains. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écrire ce commentaire. C'est vrai que ça demande un peu de votre précieux temps, mais c'est un vrai cadeau pour moi quand vous le faites, alors merci 1000 fois. Si vous aussi, vous avez envie de vous joindre à cette personne, vous pouvez regarder sur votre plateforme de podcast quelles sont les possibilités pour laisser des commentaires ou des étoiles. C'est ce qui m'aidera le plus à faire connaître Cravate Club. Me revoilà avec un nouvel invité, un grand passionné d'élégance masculine et un dessinateur de talent. Je vous présente aujourd'hui Romé de Saint-Céran. Romé est le créateur du blog Croquis Sartorio, un blog dans lequel il présente des illustrations très pointues sur le thème de l'art sartorial, accompagnées de textes humoristiques décalés, à la fois fins et profonds, et un peu pinçants parfois. Romé a toujours dessiné, et c'est en fréquentant les forums et les blogs qu'il a réalisé qu'il y avait beaucoup de situations comiques liées au monde du vêtement classique pour hommes. Il lance donc Croquis Sartorio en 2014 pour remédier à ce manque. J'apprécie particulièrement la façon dont Romé fait passer ses messages, avec légèreté et autodérision, et ce contraste entre le côté rigoureux et strict du vestiaire masculin crée un décalage vraiment très intéressant et très parlant, je trouve. La recherche d'excellence par la rigueur dans mon domaine d'expertise n'est pas incompatible pour moi avec la recherche de la joie et de la légèreté dans la façon d'aborder mon activité. C'est en ça que je me suis sentie proche de l'univers de Romé. Son blog est vraiment addictif. J'ai souri, j'ai beaucoup ri. Chaque blague me parle et je m'y reconnais parfois. Ça aide à dédramatiser cet univers très codifié, car au fond, le plus important, c'est de se sentir bien dans ses vêtements. On sent que Romé met beaucoup de cœur dans ses dessins et dans ses textes, et je pense qu'il ne lui faudrait plus qu'un éditeur pour en faire un livre que j'adorerais avoir dans ma bibliothèque. La qualité des illustrations est un vrai plaisir. Tous les détails des tenues sont étudiés avec précision, et Romé se renouvelle à chaque nouveau post. C'est un magnifique travail de création. Je vous souhaite une très bonne écoute de cet épisode, qui vous plaira, j'espère, autant qu'à moi, et je vous remercie chaleureusement pour vos messages. Surtout continuez à m'écrire et à me donner vos avis et vos suggestions. Bonne écoute. Alors bonjour. Bonjour Jessica. Romé, merci. Bonjour Jessica. Merci d'être ici. Merci de me recevoir. Alors je suis super contente en fait que tu sois là parce que en fait t'as un blog donc qui s'appelle Croquis Sartorio et comme je te disais tout à l'heure, on a discuté un petit peu avant que je lance l'enregistrement. En fait, dans ton blog, tu fais des petits dessins super jolis et super adaptés au style sartorial, vraiment très poussé, très pointu. Et puis en dessous, il y a des petits textes qui sont hyper drôles. Et je voulais te dire bravo parce que j'ai beaucoup rigolé. Et j'ai beaucoup rigolé de plus en plus à force de tourner les pages, d'aller d'une page en page. Et je trouvais que vraiment c'était hyper fin, en fait, comme humour. Merci Jessica, que répondre. C'est gentil parce que c'est un peu l'objectif donc, de rire de cet univers le plus gentiment possible, mais d'en rire quand même, et de rire de nous-mêmes, évidemment. Oui, c'est ça, c'est un peu de l'autodérision. Je suis mon premier sujet de moquerie. En fait, j'adore le contraste entre le côté rigoureux et sérieux de l'art sartorial et le vêtement classique. Et dans tes dessins, il y a ce contraste entre la rigueur et l'humour, et je trouve ça vraiment très intéressant à pousser comme thème. Merci, je suis d'accord. Moi, c'est ce qui m'a motivé à me lancer dans cette aventure il y a maintenant
ça va faire 5 ans, je crois. C'est effectivement, on en discutera, mais un goût que j'avais pour l'art sartorial et le fait de se rendre compte que c'est un domaine où on peut assez facilement se prendre au sérieux, ou en tout cas avoir l'impression que les gens se prennent au sérieux quand on suit les réseaux sociaux, Instagram, Tumblr à l'époque, etc. Et alors qu'au contraire, il y avait énormément de ressorts comiques dans cet univers, parce on parle de l'homme, on parle du rapport de l'homme à son apparence, donc on peut mettre de la vanité derrière tout ça, on peut mettre de la maladresse, on peut mettre plein de choses, du rapport de l'homme aux autres aussi, du rapport de l'homme à son épouse évidemment, donc à son entourage d'une façon générale. Et c'est vrai que je trouvais que c'était un champ, comment dire, qui était... Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé de personnes qui avaient abordé la sartoriale à travers l'angle de l'humour. Il y a des gens très drôles dans le domaine, mais voilà, ça n'avait jamais été traité, en tout cas de façon illustrative. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis lancé dedans. Et tu penses à qui comme personnes d'autres qui seraient très drôles? Ce sont des gens qui sont très drôles par ailleurs, en oui. privé, oui, j'ai pas forcément de nom à D'accord. donner, mais oui, il y a heureusement, enfin Dieu merci, et d'ailleurs c'est un point intéressant, je trouve, en rencontrant des personnes dans ce milieu-là, c'est que on peut très vite créer des liens, nouer des liens avec des gens, très vite parler d'autre chose que de vêtements d'ailleurs, finalement, parce qu'on se rend compte que voilà, on partage une vision du monde, c'est toujours un petit peu pompeux, mais une façon de voir les choses, un goût. Un goût pour en l'occurrence, la chose sartoriale, mais ça participe peut-être d'un mouvement plus général, et voilà, donc... Et alors, comment t'as commencé, toi, à t'intéresser aux vêtements et à l'élégance masculine? Alors, je pense qu'il y a je vais pas dire principe fondateur, mais deux axes. Bon, le premier, c'est que j'ai grandi dans un environnement plutôt traditionnel, c'est-à-dire que j'ai toujours, mes deux grands-parents étaient anciens officiers. J'ai toujours vu, je crois que je les ai toujours vus en cravate et en veste. Mon père, pareil, tant qu'il travaillait, était toujours voilà, en costume cravate. Même encore maintenant, il ne le sait pas, mais je pense qu'il ne dépareillerait pas dans un lookbook de Drake's. Il est, quand je le vois, en paraboots, en blue jean et en pull torsadé avec une veste en tweed. Donc encore maintenant, voilà, il serait parfait dans pas mal de magazines de mode actuels. Donc voilà, j'ai grandi dans cet environnement-là. Alors j'étais pas évidemment en costume de tweed pendant toute ma jeunesse, mais voilà, il y avait une proximité, je dirais, avec cet univers-là. Est-ce que toi-même, t'étais habillé, t'étais un petit garçon élégant ou t'étais habillé plutôt d'une façon standard pour un enfant? J'en avais strictement rien à faire, je pense. Oui, mais ta maman, est-ce qu'elle Oui, je pense que nous étions deux frères, enfin nous sommes toujours deux frères assez rapprochés en âge, donc je pense que, enfin j'ai vu des photos, je crois que maman s'amusait un petit peu, mais à nous habiller pareil, mais c'était pas vraiment un centre d'intérêt particulier pour moi. C'est plus pour dire que j'ai grandi dans un contexte où c'était, je n'ai jamais découvert le vestiaire classique, si tu veux. Enfin, j'ai toujours fréquenté. Est venue ensuite l'adolescence et le début de l'âge adulte, où là, voilà, j'ai commencé à avoir mes premières pièces à moi, sans goût particulier, enfin en tout cas sans intérêt particulier pour le sujet, mais voilà, je me souviens de mon père qui m'apprenait à faire des nœuds papillons quand je devais avoir 15 ou 16 ans, des choses classiques si tu veux. Donc voilà, j'ai jamais eu le sentiment de découvrir vraiment ce monde-là. J'ai en revanche à l'âge adulte découvert tout l'envers du décor, donc le monde des bottiers, des tailleurs, des artisans qui sont derrière tout cela, de la culture qu'il peut y avoir autour, mais je dirais que voilà, l'univers en lui-même, je l'ai toujours connu. Et quand ton père t'apprenait à faire des nœuds papillons, tu trouvais que c'était une activité sympa ou ça t'intéressait pas plus que ça? Je m'en souviens encore 20 ans après, donc tu vois, c'est que ça bien, a dû me marquer d'une certaine façon. C'est peut-être les étapes de transmission, peut-être qui manquent un petit peu à notre société d'ailleurs, mais tu vois, je m'en souviens encore, je devais avoir 15 ou 16 ans et je m'en souviens encore, donc ça a dû me marquer d'une façon ou d'une autre. Et je sais encore très bien les faire. Oui, c'est vrai que j'ai l'impression que ça manque un peu dans notre génération parce que j'ai aussi une fois lu
une interview du fondateur de Husband. Oui, je ne sais pas si tu que j'ai connais écouté, bien sûr, Nicolas Gaba. Ouais. Et il disait que c'était vraiment quelque chose qui manquait aux hommes d'aujourd'hui. Souvent, cette transmission de comment on fait un nœud de cravate. Certainement, il y a une génération... alors la génération des baby boomers qui sont maintenant papy boomers, qui a certainement voulu faire table rase de beaucoup de choses, dont cela, et qui ne l'a pas transmis. Donc c'est vrai qu'on est obligé... Mais comme si on a un moment tout rejeté en bloc. Peut-être, ouais. Et du coup, on est obligé d'aller chercher les modèles chez nos grands-parents. Enfin, je pense qu'on a sensiblement le même âge, j'ai 35 ans, et on est obligé d'aller chercher les références au-dessus. Alors même si en l'occurrence, moi, mon père a plutôt gardé les codes, mais je parle au niveau d'une génération complète, effectivement, il y a eu un ras-le-bol général de leur part, peut-être, je ne sais pas, mais donc on est obligé d'aller les rechercher, les réinventer, se les réapproprier. C'est assez intéressant parce que du coup, c'est moins contraint, peut-être. Oui, mais du coup, il y a un manque un peu peut-être de naturel qui fait que justement, moi, j'ai la sensation qu'il y a une certaine catégorie d'hommes qui essayent de chercher parfois une vérité absolue, tu vois, dans comment s'habiller, dans l'art sartorial, comme s'il y avait une vérité et qu'on ne pouvait pas y déroger, en fait. Je sais pas si tu as cette sensation. Oui, j'ai cette sensation. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on peut faire des rencontres dans le milieu sartorial, entre guillemets, plus ou moins intéressantes, il y a effectivement, je trouve, des gens qui considèrent le vêtement comme une fin en soi et comme un objet. Et effectivement, ça peut vite être assez limité ou pénible. Et d'autres personnes pour qui c'est un moyen. Et voilà, et on va très vite passer à autre chose finalement. Donc oui, moi je considère que il est important de connaître et de maîtriser certains codes pour éviter de débarquer en blue jean à une réception avec la reine d'Angleterre, même si c'est pas prévu dans l'immédiat. Mais après, voilà, enfin, il faut aussi prendre du recul sur les règles et comme disait notre ami Hugo Jacomet, connaître les règles pour ensuite savoir mieux les briser et s'en affranchir. Voilà, exactement. Je le dis en français parce qu'il le dit en anglais, mais voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose à garder en tête, évidemment. Et donc, c'est ce qui t'a donné un peu l'envie de créer ce blog humoristique parce que tu voyais des situations comiques autour de toi. Oui. En fait, comment tu as rencontré, comment tu dis que tu t'as fait des rencontres dans le milieu sartorial, mais comment en fait on fait des rencontres dans ce milieu, comment on s'insère dans ce milieu-là? Alors moi, c'est par les dessins. Hein. C'est par les dessins. C'est par les dessins, bien sûr. C'est-à-dire qu'au début, voilà, j'ai imaginé plusieurs, situations rigolotes parce que alors j'étais déjà abonné sur tous les forums de pied en cap, en grande pompe. Donc voilà, j'ai beaucoup été passif sur ces forums-là. Mais en revanche, j'apprenais beaucoup. Tous les sites qui était très important à l'époque pour se faire une culture sartoriale que je suivais assidûment, mais une fois de plus de façon passive. Et puis voilà, vers 2014, j'ai commencé à me dire que il y avait forcément enfin, je dessinais, j'ai toujours dessiné en fait, et je me suis dit bah voilà, il y a quand même des ressorts comiques évidents dans cet univers-là. Donc exploitons cela. Et en fait, c'est par ce biais-là que et c'est les situations comiques que tu lisais en fait sur les forums, des trucs qui étaient non, c'était pas des anecdotes, c'est juste en revanche, je pouvais être inspiré indirectement par les gens. Enfin. Donc je sais plus comment j'ai commencé, mais je pense que un de mes premiers dessins, dont je suis encore très fier, c'était un espèce de sartorialiste italien qui avait une application qui s'appelait eSpreads sur son mobile, et en fait l'application lui disait pour avoir une attitude plus sartoriale et plus justement pour avoir un effet plus pressatura, il faut que vous décaliez le pan de votre cravate de 1,5 cm sur la gauche. Donc en fait, ça moquait justement le côté on cherche de la nonchalance et en fait on va codifier la nonchalance. Donc voilà, c'était un de mes premiers dessins qui avait
assez bien marché puisque justement Hugo Jacomet m'avait très gentiment consacré un article alors que j'avais commencé cette activité depuis 1 ou 2 mois. Et donc voilà, en fait ça a lancé la machine. Et puis c'est comme tout en fait. Je trouve que le contact avec le public, et ça, Internet, que ce soit les forums, Facebook, Instagram, etc., permet d'avoir un retour direct du public. Ben, en fait, ça crée une émulation. Donc, ça m'a forcé, moi, à me former en dessin, à me professionnaliser, à être plus exigeant avec moi-même, à mieux travailler. Et voilà, donc c'est assez ça, en fait, comme Mais exercice. pour l'instant, ça reste une activité que tu fais en dehors de ta profession principale ou tu Alors fais c'est une vraiment les deuxième deux? C'est une activité. deuxième activité? C'est pas un loisir. C'est une deuxième activité. Je gagne de l'argent avec, pas effectivement suffisamment pour pouvoir faire vivre ma famille. Je ne sais pas si c'est un souhait d'ailleurs, euh, mais c'est une vraie activité. C'est-à-dire que c'est déclaré. Enfin, je fasse les détails techniques, Non, non, mais c'était juste pour mais savoir si voilà, je travaille, j'ai des c'était quelque contrats, j'ai chose. des Ouais, partenariats. d'accord. Voilà, c'est un deuxième métier. Ouais, c'est génial. Et donc, en fait, finalement, c'est grâce au public en fait, que tu as rencontré sur Internet, que tu as eu l'envie d'en faire une activité professionnelle et que tu as vraiment poussé le truc, en fait. Oui, oui, tout à fait. Tout a commencé donc sur le forum de Pied en Cap, Mm. où en fait il y a un fil consacré aux croquis sartoriaux. Quand vous prenez les premières pages, c'était vraiment des dessins faits sur une feuille, pris en photo avec mon smartphone et postés. Et puis en fait, voyant que ça marchait, je me suis dit, ben il faut professionnaliser ça, il Professionnalisé. faut faire ça de façon plus jolie. Donc j'ai pris des cours de Photoshop pour pouvoir dessiner. J'ai acheté une tablette graphique pour pouvoir dessiner dessus, etc. Mais Et tu dessines, en fait, directement sur la tablette ou tu commences au crayon et après alors tu... avant, je dessinais à l'encre de Chine, je scannais et je Ouais, colorisais sur Photoshop. Et maintenant, je fais tout sur tablette. tout sur tablette, Tout ok. sur tablette avec un stylet graphique. Et je fais tout là-dessus, comme ça, plus de papier. Euh, je sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs, parce que le contact du papier était agréable. Mais en revanche, je peux être beaucoup plus précis. Et c'est Donc plus ça, rapide ou pas forcément? c'est plus rapide, ouais. Oui, c'est plus rapide. C'est plus rapide et puis surtout je peux être beaucoup plus précis. Je peux passer, repasser sur un dessin. Si faut refaire l'oreille, ben je refais l'oreille. J'ai pas à tout gommer et à tout recommencer. Donc voilà, c'est un vrai confort pour travailler. Et j'imagine que depuis que tu as commencé, tu as fait aussi des progrès en dessin Oui, autres qu'en Photoshop. énormément, Oui, énormément. énormément. Parce que tes dessins sont vraiment hyper précis. Ils sont très pro, quoi. Bah Mm. alors, j'ai pas de formation artistique. En revanche, ils sont pros puisque je gagne de l'argent avec, donc c'est professionnel. Oui. Oui, Mm. bah c'est gentil. Bah forcément, je pense avoir fait des progrès, oui. Mais tu as pris juste des cours de Photoshop ou aussi des cours de dessin? Non, des cours de dessin, je n'en ai jamais pris. Jamais pris. Non, toujours que des cours de Photoshop. Après, une fois de plus, ce que je vends, ça n'est pas une expertise technique en illustration. Enfin, il y a Oui. plein de gens qui dessinent bien mieux que moi, qui dessinent des costumes bien mieux que moi. En revanche, je vends le fait d'être capable de dessiner à peu près correctement. Mais ton style Et aussi, tu voilà, as d'avoir un style qui, reconnaissable, qui, quand je même. pense, est maintenant un petit peu identifiable. Et puis surtout, je vends le regard humoristique. C'est plus ça qui est amusant que le dessin en lui-même, que je trouve correct, mais voilà, il y a plein de gens qui dessinent bien mieux. Et alors justement, quand tu commences un dessin, t'as l'idée du dessin ou t'as l'idée de la blague en premier? Non, j'ai l'idée de la blague en T'as premier. l'idée Je de la pars de la blague en blague. premier? Je pars de la blague, en fait. Donc j'ai dans mes notes sur mon iPhone, dès que j'ai une idée, je me la note. Et puis comme ça, dès que j'ai un peu de temps pour dessiner, je dessine. Non, je pars je pars de la blague. Et ensuite, je dessine. Et le travail que je fais, qui est la partie la plus sympa et qui intéressera le plus les auditeurs, c'est la composition des tenues. Où là, pour le coup, tout le monde aime bien imaginer la tenue qu'il va porter le lendemain à partir de son vestiaire. Bon, bah moi, en dessinant, je peux faire ce que je veux. Donc, si je peux faire la tenue que je veux. Donc c'est vrai que c'est sympa. C'est vrai que c'est vrai, c'est Ouais, super. c'est un exercice qui est très amusant, quoi. Donc je tente des assortiments que je n'oserais pas forcément porter d'ailleurs. Donc non, c'est amusant. Et souvent, les blagues que tu imagines, tu les imagines par rapport à des situations vécues parfois? Ou est-ce que tu pousses un peu plus loin les situations que tu as vécues? Alors c'est toujours plus ou moins inspiré
De faits réels, je ne sais pas, mais oui, bah, je suis mon premier sujet de moquerie, hein, comme je le disais tout à l'heure, évidemment, évidemment. Alors après, pour que ça marche, pour que ça soit comique, évidemment, il faut toujours grossir ou Oui, forcer le trait, grossir un peu le évidemment. trait. Hein, Oui. donc, euh, donc voilà, il y a pas vraiment des gens qui ont une application eSpreads qui explique qu'il faut décaler la cravate. Faut grossir un petit peu pour caricaturer justement des situations, des sentiments. Je ne sais pas si je réfléchis à des dessins que j'ai fait récemment. Bah moi, par exemple, je Ah pensais bah oui, à, dis-moi, tiens. je pensais à un dessin où, en fait, t'as un monsieur qui a pris du poids Ouais. et dans sa chemise sur mesure. Ah bah oui, oui, oui. Et puis il dit que c'est incroyable l'obsolescence programmée des chemises, que c'est un scandale, Ah bah là, c'est bon, qu'il bah est là, allé chez c'est son tailleur pour se plaindre. Alors bon, là, les auditeurs ne me voient pas, mais pour ceux qui me connaissent, c'est complètement du vécu, évidemment, Ah, c'est vrai en plus. puisque je fais 120 kilos, donc effectivement, le problème des boutons qui sautent sur la chemise, je connais. Et voilà, et là, c'est typiquement une illustration de la mauvaise foi masculine, qui n'est pas un cliché du tout, évidemment. Et évidemment, si à un moment le bouton saute sur la chemise, c'est forcément de la faute du tailleur qui avait prévu un complot avec des tissus rétrécissants. Ça ne peut pas être autre chose. C'est drôle. C'est vraiment marrant. Mais franchement, j'ai rarement autant rigolé en lisant quelque chose qui finalement n'est pas censé être un thème drôle, en fait. C'est ça qui est Mais vraiment en sympa. fait, est-ce que Mm. finalement l'objet de mes blagues, est-il le dessin ou est-ce l'homme finalement? Mm. Je pense que c'est plus ça Ouais, finalement, c'est c'est plutôt, qu'on justement, on rigole on se des moque de hommes et nous à de... travers ce biais-là. Ouais. Mais ça pourrait être l'automobile, ça pourrait être les montres. Bon, il y a ce biais du vêtement que je trouve intéressant parce ouais, il y a la vanité, il y a la maladresse, comme je disais tout à l'heure. Moi, je trouve ça intéressant. Et moi, je pense à un autre dessin, en fait, où on voit un homme assis sur un banc et puis il est en train de penser. Alors, attends, c'est quoi? Il dit, en fait, là où ça devient Ah vertigineux, oui, c'est quand tu commences à penser au sens de tout ça. c'est le Et costume en seersucker croisé, c'est ça? oui, c'est Ah, il ça. est très beau costume, Tu veux ça. raconter un peu cette illustration? Euh, Écoute, oui, oui, il est un petit peu philo celui-ci, mais bon, Oui, c'est un peu je philosophique. me l'approprie complètement. Je pense que les auditeurs qui sont dans une alors quête sartoriale, le terme est un peu pompeux, mais qui sont dans cette démarche, en tout cas d'élégance, je pense se reconnaîtront plutôt là-dedans. Évidemment qu'on n'achète pas des beaux vêtements pour nos collègues, pour nos amis qui globalement n'en ont rien à faire, qui savent pas. C'est d'ailleurs une leçon d'humilité souvent. Hein. Nos conjoints, enfin ma conjointe, ma femme que je salue par ailleurs, je pense que ça ne la choque pas que j'essaie de porter des vestes et des chemises. Et elle préfère ça qu'un jogging, mais bon, voilà, elle supporte ma passion. Et en fait, effectivement, j'en suis venu à la conclusion que peut-être qu'on fait ça. C'est même pas par vanité, puisque Ouais. finalement une tenue, une fois qu'elle est portée, essayée, on est déçu et on pense à la suivante. C'est pour, alors, je sais même pas si satisfaire son ego, mais c'est pour entretenir une émulation. Enfin moi en tout cas, un peu pour entretenir une émulation que je peux avoir avec des gens que je ne connais pas, que je ne connaîtrai jamais. Bon, peut-être que les hommes Ça pose question, ouais. ont besoin d'avoir des exutoires comme ça. Bon, c'est un exutoire qui est relativement vénal, donc. Après, je pense que bon, bah, les femmes, on a aussi le même genre de comportement, mais dans d'autres domaines, peut-être. C'est pas forcément. Enfin, si, parfois dans les vêtements, Enfin, il y a des femmes qui peuvent avoir le même type d'attitude. Mais en fait, moi, ce que je me demandais, c'est, à ton avis, on est à ce point-là obsessionnel dans la recherche d'un détail, pourquoi il faudrait que ce soit parfait, pourquoi on a envie que le bouton soit cousu de telle façon. En fait, même moi, je me pose la question pour moi, parce que autant je suis pas autant poussée dans mon style vestimentaire personnel, mais je sais que dans mon travail, j'ai le même style d'obsession. Et c'est que ça me pose question aussi sur quelle est la démarche, pourquoi on fait ça en fait. Eh bien, alors pour le coup, je peux parler que de mon point de vue, mais je pense que c'est partagé
par plusieurs de mes amis et peut-être plusieurs des auditeurs. Je pense que ouais, les hommes de notre génération avons des vies professionnelles chargées, des vies familiales chargées, et c'est une forme d'exutoire. Une forme Pour moi, en d'exutoire. tout cas, ça Ok. l'est. C'est un exutoire, c'est une passion qui met voilà un petit peu alors, d'adrénaline, ça serait un petit peu pompeux, mais de voilà un petit plaisir le matin, c'est un petit plaisir de choisir la tenue que je vais porter, et effectivement du coup quand on commence à mettre le pied dedans, c'est vrai qu'au bout de quelques temps une veste thermocollée, on la portera plus, une veste semi-entoilée on la portera plus, et puis une veste qui va avoir des boutonnières faites à la machine on la portera plus, alors que dans l'absolu on s'en fout, enfin sans dénigrer ton travail évidemment qui est exceptionnel. Mais Non, c'est non, vrai que mais bien sûr, dans l'absolu, même. c'est pas vital, mais je pense que c'est voilà, on pousse un petit peu dans sa passion. Je pense que de la même façon qu'un amateur d'auto, au bout d'un certain moment, ça intéressera moins de rouler en golf, alors que la golf roule très bien et voilà. Je pense que c'est un petit peu la même chose. Ouais. Moi, j'avais l'impression que, peut-être dans mon cas, en tout cas, c'était, et dans le cas de certaines personnes autour de moi, j'ai l'impression que cette recherche de la perfection, un peu dans le détail, dans l'extrême du détail, c'est un peu aussi une façon de se rassurer, comme quoi il y a des choses qui peuvent être parfaites dans une vie qui est totalement imparfaite, en fait. Eh ben, t'as raison, je pense. Mm. T'as raison. Peut-être que quand j'employais l'expression exutoire, c'était pas forcément le bon terme, mais je pense que ouais. Après, il peut y avoir différentes Non, mais je suis assez interprétations. Ouais. d'accord. On se crée un petit havre de paix où on arrive alors pas, ouais, à tendre en tout cas vers quelque chose qui est maîtrisé, Oui, c'est ça, ouais. ouais, qui est maîtrisé. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, enfin voilà, j'ai pas vocation à avoir 50 000 costumes, mais au bout d'un moment, aujourd'hui, le fait d'avoir une garde-robe qui est assez bien construite, qui est harmonieuse et où maintenant les achats que je fais ne seront plus que du renouvellement ou du plaisir, c'est vrai que c'est assez rassurant en fait de savoir que même si je serais pas invité chez la reine d'Angleterre demain, si ça arrive, j'ai ce qu'il faut. Et pour le coup, moi, j'ai pas ce qu'il faut pour aller chez la reine d'Angleterre. Mais par contre, j'ai ce qu'il faut petit à petit dans mon savoir-faire. Tu vois, que ce soit en broderie ou en couture ou en maroquinerie, j'ai l'impression que je suis dans la recherche d'atteindre un niveau où je saurais tout faire. Et Ah oui. j'ai besoin, en fait, toujours de savoir faire quelque chose en plus. Et plus je sais faire, et plus ça me rassure, en fait. Alors là, je vais te répondre plus en tant qu'illustrateur Oui. qu'en tant que sartorialiste. Je sais pas si ça se dit, mais c'est un néologisme. Oui, là, je te rejoins aussi dans ce cas-là sur l'aspect technique du dessin. C'est que moi aussi, j'aime bien développer de nouvelles compétences, acquérir de nouvelles techniques en illustration. Et je pense que je vais d'ailleurs, si parmi les auditeurs, il y a des gens qui sont formateurs en Photoshop, je peux être assez demandeur parce que je vais sans doute avoir besoin d'acquérir de nouvelles techniques pour être plus précis justement dans mon travail d'illustration. Même si une fois de plus, j'ai pas vocation à être Léonard de Vinci, c'est pas mon objectif. Et illustrateur, tu te sers pas parce que moi j'ai un ami qui est styliste et qui est très doué et lui il fait tout sur Illustrator plus que Photoshop. Je crois qu'il utilise les deux. Mais Alors en fait, je suis pas expert, mais je sais que Illustrator c'est du vectoriel et Photoshop non. Et en fait, apparemment pour dessiner, Photoshop serait mieux. Alors je sais pas, mais en tout cas, je sais pas, à vrai dire. Mais j'ai aussi Illustrator sur mon ordinateur, mais justement, il faut que je prenne des cours, donc appel à candidature. Il faut que je prenne des cours pour qu'on m'explique ce qui est mieux si je fais mal. Mais bon, après, une fois de plus, l'illustration est un support au message comique que je passe dans mes dessins, donc voilà, ça n'a pas vocation à être forcément des choses parfaites en tout point, quoi. Ça doit rester dans un style BD, quoi. Donc je laisse gentiment que ce que je fais reste acceptable techniquement. Donc alors j'invite tout le monde à aller voir ton blog Croquis Sartorio. Et maintenant, si tu es d'accord, on peut parler un petit peu de ton rapport aux vêtements. Et est-ce que tu voudrais me dire justement comment tu t'y es pris au départ pour commencer ta garde-robe ? Et justement, comme tu disais tout à l'heure, étant donné que tu as un gabarit assez remarquable, c'est gentiment dit. Comment tu fais tu m'as dit déjà que tu achetais parfois en ligne, et justement, comment tu t'y prends pour pas te tromper dans tes achats en ligne Je me trompe. Tu te trompes.
Et Mais c'est donc pas du grave. coup, plus on se trompe, moins on se trompe en fait, hein, plus on apprend à moins se tromper. Euh, non, alors comment j'ai commencé? Ben, effectivement, j'ai commencé dans la vie professionnelle en jeune cadre, dans des environnements contraints en termes de dress code vestimentaire. Donc voilà, je me suis très vite rendu compte que par rapport à tous mes petits collègues qui allaient s'acheter des costumes chez des maisons du sentier, moi j'aurais pas forcément de trucs compatibles avec mon gabarit là-dedans. Donc très vite, il a fallu être un petit peu plus imaginatif. Euh, donc voilà, et en fait assez rapidement, avant de m'intéresser vraiment au sartorialisme, en fait, je me suis dit il faut que puisque c'est une contrainte professionnelle, il faut que je retourne cette contrainte en goût. Enfin, que je prenne goût à m'habiller. Donc, j'avais quelques bonnes intuitions, je pense. Enfin, la première était que il valait mieux aller acheter des chaussures chez un fabricant de chaussures et des costumes chez un fabricant de costumes et des cravates chez un accessoiriste plutôt que aller dans des grands multimarques qui faisaient tous les produits. Voilà. Donc, je pense que En fait, tu prenais le temps de je prenais chercher. le temps, T'as voilà. pris Je le temps prenais le de temps, chercher. j'avais quand même. Mm. Alors c'était très basique, hein, là on est en 2005-2006, voilà, j'allais chez Bexley ou Loading pour les souliers par exemple, qui d'ailleurs étaient pas si mauvais que ça à l'époque, hein. C'était des cousus Goodyear, c'était relativement honnête, enfin même très honnête pour le prix. On a Euh, déjà parlé Enfin, j'ai parlé du cousu Gaudière. C'est en fait, tu veux expliquer ce que c'est alors là je suis C'est pas un technicien, c'est hein, mais quand le cuir de la chaussure est directement cousu à la semelle, il me semble. voilà, ce que j'en sais, mais tu rencontreras certainement des gens plus calés que moi sur la matière, c'est que c'est une façon de coudre la semelle à la chaussure qui permet en fait de ressemeler et qui est Oui, plus qui permet solide. de ressemeler, oui, Voilà, c'est ça. Ouais. qui est plus solide. Ce qui moi m'intéresse, puisque bien sûr, faisant mon poids, j'ai quand même plus tendance à abîmer les chaussures que d'autres gens. Je fais 120 kilos, donc forcément, c'est un poids que des souliers portent qui est plus lourd. D'ailleurs, j'ai été confronté à ça sur mes premières Bexley, hein, qui partaient un peu plus vite que la moyenne. Bon, je faisais pas ressemeler, j'en rachetais évidemment. Et puis maintenant, la question se pose moins, puisque j'ai une telle collection de souliers qu'en fait, il y a une telle rotation qu'avant qu'un soulier meure, bon, je ne T'as sais une pas si collection je de... sais pas si j'irai le faire ressemeler pour autant, mais Et t'en as combien dans ta collection à peu je près? sais pas. Tu sais pas? Il faut jamais compter. Faut pas compter. Ah non, Et sinon comment c'est tu fais pour les ranger Comment tu fais pour les ranger? Tu les laisses dans les boîtes et tu... non? non. J'ai un espèce de meuble à la maison et puis ils sont un peu partout. Ma femme et mes enfants sont plutôt patients et sympas. Voilà. Ok. Est-ce que tu te souviens de ton premier costume, justement Alors, non, mais je me souviens de mon premier smoking, qui était justement, alors j'étais à Paris à des soirées de rallye, et en fait j'avais récupéré un costume d'un grand-oncle, justement, un costume croisé, et en fait on l'avait fait un peu, enfin mon père l'avait fait un peu retoucher pour qu'il m'aille, et donc du coup c'est là qu'il m'avait appris à faire un nœud papillon, justement, à nouer un nœud papillon, et donc voilà, je me souviens d'un costume croisé, j'ai encore une photo à la maison, en smoking, pardon, en smoking avec croisé. les revers en soie Exactement, Ouais. ouais, le revers en soie, la bande La bande sur le côté sur le côté. Voilà. du pantalon. Je pense que les souliers avec lesquels je le portais devaient pas être adaptés sartorialement parlant, mais bon. J'ai quand même passé une bonne soirée. Et mon premier costume, si on avait été en Indonésie et il y avait sur l'île de Bali, il y avait des tailleurs qui proposaient des costumes ou des vestes en 24 heures. Donc du coup, papa s'était fait faire un costume et du coup il m'avait offert un blazer bleu marine qui était mon unique blazer pendant quelques années, qui était sans doute pas très sartorial, mais bon, dans la construction en tout cas, mais bon, qui était très bien à 15-16 ans, quoi. Et tu as eu l'impression de te sentir différent quand tu portais ce smoking ou ça t'a fait quelque chose Bah, en fait, on n'avait pas trop le choix dans les soirées de rallye parisiens, tout le monde devait être en smoking, donc en fait, T'étais à Paris dans oui, ta jeunesse, ouais. oui, donc du coup, oui, je me trouvais élégant, enfin, je Mhm. trouvais ça très élégant, mais voilà, si je l'ai porté 4 ou 5 fois, c'est vraiment le maximum, donc
Mais t'as pas le souvenir de sortir à cette soirée de rallye en te disant que tu te sentais hyper bien dans cette tenue? Non, Je mais sais alors mes, pas. mes premiers souvenirs où je me sentais bien et puissant en costume, parce que enfin, ça je l'ai ressenti, c'était plus quand j'étais jeune étudiant, où j'ai des souvenirs effectivement de soirées où j'allais en costume et où j'avais le sentiment d'en jeter entre guillemets, enfin d'en jeter parce que parce que bah, c'est fait pour hein, quand même le Oui. costume, le power suit comme on dit, c'est fait pour donc ouais, j'ai des souvenirs plus dans ces eaux-là. Après et là on va plus en venir à mes goûts personnels parce que je suis pas un grand fan de costumes. Euh, j'ai fait un achat je devais avoir 20 ans. J'avais acheté une veste en tweed, je crois chez Cyrillus à l'époque, mais un très joli tweed à chevrons. Et, euh, et en fait, cette veste, je l'adorais, enfin, je la portais tout le temps. Voilà, donc ça, c'est je pense, une des premières pièces qui a construit mon goût sartorial. Parce que t'aimes beaucoup le tweed. Bah, en fait, oui, je préfère les matières un petit peu texturées, je préfère les tenues dépareillées. Euh, ouais, concrètement, j'aime bien les teintes plutôt naturelles, plutôt les teintes automnales. Donc, tout ce qui va du vert au marron, en passant par le rouille, l'orange, le sauge. euh, Tout ça, ça m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup. Euh, Mais le ça, truc. ce sont des couleurs que tu peux porter au travail tous les jours? Oui, alors moi j'ai la chance d'être. Enfin, je fais un travail où alors, je pourrais pas venir travailler en jogging, Mhm. mais personne ne porte de cravate dans mon bureau. J'en porte pas tous les jours d'ailleurs. Euh, mais voilà, rien que le fait de porter un pantalon et une veste, c'est une chemise évidemment, c'est très suffisant. Donc ils Et sont t'es dans tous quel domaine? Tu travailles dans dans quel les domaine? ressources humaines, dans le D'accord. recrutement. Dans le recrutement, moi je fais du recrutement dans le monde de l'industrie, donc pareil, quand je vais visiter une usine, ça serait même assez malvenu d'être en costume croisé. Quand je vais visiter une usine, il vaut mieux, dans ces cas-là, je laisse souvent ma veste dans la voiture et je mets un pull, parce qu'en fait, il faut pas que les gens dans l'usine, s'ils voient quelqu'un en costume gris croisé débarquer, on va tout de suite penser qu'il y a un plan social qui arrive. Donc généralement, je m'habille, je me camoufle quand je vais sur des sites industriels. En plus, ça serait complètement déplacé, à vrai dire. Donc, Oui, ça pourrait sembler peut-être décalé ou ouais, prétentieux. ridicule en fait. Oui, oui, Ouais. oui. Oui, donc je suis en chaussures de sécurité sur mon usine, donc il vaut mieux que j'ai un chino ou un pantalon en velours et un pull torsadé, et puis c'est très bien, quoi. Mhm. Et alors pour toi, le style formel, c'est quoi? En fait, comment tu différencies un style formel et un style élégant? Oh, bah, je pense qu'on peut être Parce que j'ai déjà, l'impression, oui, on peut être très élégant on en peut être étant élégant en casual, polo, chic. oui, mais même en polo et en short, on peut être très Mm. élégant, à vrai dire, hein. C'est pas une question de pièce, c'est une question, je pense, de cohérence déjà avec ce qu'on fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui sera en polo short à une soirée bah, sera ridicule, et quelqu'un qui sera en costume croisé au bord de la plage sera ridicule aussi. Donc déjà, il y a les circonstances, c'est nécessaire mais pas suffisant pour déterminer ce qui est élégant ou pas, je pense. Euh, Mais le but, en fait, à ton avis, de la recherche un peu d'élégance dans l'art sartorial, en fait, le but, c'est d'être élégant ou d'être adapté. Enfin, comment tu vois est-ce Bah, que je tu pense vois que la nuance ou... oui, 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 je pense que c'est un équilibre à trouver. Mhm. C'est-à-dire que si on passe pour un original ou pour un déguisé, c'est foiré. Alors je sais plus qui disait, je crois, je sais plus si c'était Oscar Wilde ou Brumel qui disait à partir du moment où vous êtes remarqué, c'est que vous avez perdu quoi. Si on complimente votre toilette, c'est que vous avez été trop loin. Bah c'est un petit peu vrai, c'est un petit peu vrai. Je trouve qu'on peut aujourd'hui, c'est pour ça que j'aime bien justement les teintes un peu ternes, un peu automnales. J'irai jamais mettre une cravate rose parce que en fait, moi j'apprécie assez en fait le fait d'avoir une tenue. 90% des gens penseront que je suis habillé comme un petit vieux, et c'est très bien. Et puis en fait, ceux qui savent bah, remarqueront tout de suite que ma veste est de bonne façon, que ma cravate est jolie, enfin, et pour tel ou tel critère, que j'ai de bons souliers pour tel ou tel critère. Mais en fait, personne ne se retournera sur moi dans la rue. Et Non, mais c'est. si, parce que justement, il va y avoir des gens qui vont se retourner, qui vont dire que tu es habillé comme un petit vieux. Oui, alors.
Effectivement, C'est genre, tu vois. si on considère que de toute façon le fait Donc de ce porter une sera chemise c'est déjà remarquable dans ce trop sens-là. aujourd'hui, oui, Ouais. oui, enfin effectivement, oui, euh, c'est vrai. C'est vrai que dès qu'on est au-dessus de la chemise, c'est déjà trop sapé. Donc oui, bah faut faire gaffe à ça. Bah voilà, c'est pour ça que même quand je suis en veste, j'évite les trucs trop brillants, trop voyants quoi. Il y avait un excellent article, je ne sais plus qui l'a écrit, mais dans Parisian Gentleman, qui expliquait justement enfin, qui faisait une différence entre les tenues du prince Charles et le power suit de président américain, je crois. Et en fait, il expliquait que le tenue du prince Charles, qui était toujours dans des tissus texturés ou avec des motifs, parfois des cols de chemise un petit peu élimés, etc., bah, avait vocation à créer une proximité avec son interlocuteur, alors que le power suit de président américain, le marine ou gris anthracite uni avec une chemise blanche et une cravate unie, bah, crée une forme d'armure et donc une forme de distance avec l'interlocuteur. Et je trouvais le point de vue de l'article assez vrai et assez intéressant. Enfin, je me reconnaissais assez dedans. Et donc, tu penses que c'est bien, quand on est président de la République, de porter un costume pour se rapprocher du public? Ou est-ce que c'est pas bien quand même de se montrer un petit peu, qu'on est un peu finalement une figure un peu différente des autres, non? Bah oui, moi je pense que François Mitterrand ou Jacques Chirac, alors avant qu'il soit président, mais s'habillait en grande mesure chez d'excellents tailleurs parisiens, je trouvais que c'était plutôt une bonne chose. Après, je ne juge pas la qualité d'un président sur sa tenue, évidemment, mais bien autre chose. D'ailleurs, je ne juge pas les gens sur leur tenue d'une façon générale. Je trouve que c'est Oui, c'est une vrai vraie que je erreur. suis d'accord. Ça serait une vraie Ouais. erreur, mais dans l'absolu, si on est sur ce sujet-là très précis, je ne serais pas choqué qu'un président de la République valorise l'artisanat qu'on a en France. On a quand même des artisans d'exception, des tailleurs de renommée mondiale. Je trouve dommage effectivement qu'il aille communiquer en plus sur le fait qu'il porte des costumes à 300 euros fabriqués en Europe de l'Est. Donc, certainement très bien, hein, mais je trouve ça un petit peu dommage, surtout quand on voit que sa femme, elle, au contraire, est devenue le mannequin du style français avec je ne sais plus quel groupe de luxe. Bon, ça ne serait pas Louis du tout Vuitton. choquant Mm. que le président de la République soit habillé chez Sifonelli ou Camps de Lucas ou Francesco Smalto. Bon, on parle quand même de fleurons de l'artisanat français reconnu mondialement, quoi. Donc, bon. C'est vrai que moi aussi, c'est quelque chose que j'avoue que je trouve ça un peu dommage finalement que ce soit pas le président de la République qui profite justement Moi, de je trouve. s'habiller chez les grands tailleurs français. Je trouve ça un peu Sont dommage. les présidents Mm. africains Ouais. qui portent l'image du luxe français. Quand Mm. vous voyez Omar Bongo ou le roi du Maroc qui portent des costumes somptueux, Mm. superbes, dont ils Et sont d'ailleurs, moi très j'avais fait, identifiables comme ouais. étant parisiens, les Mm. costumes, on voit tout de suite que c'est fait chez nous. Et nous, non, pas nos présidents, enfin plus nos présidents, puisqu'ils le faisaient avant, mais Oui, c'est vrai que c'est un peu dommage. Enfin, une fois de plus, on va pas juger de la qualité de leur action sur leurs costumes. Je parle pour les présidents français et pour les présidents africains, bien sûr. mais moi je suis d'accord que justement juger quelqu'un sur sa tenue vestimentaire, c'est vraiment dommage parce que le fait qu'une personne s'intéresse aux vêtements ou pas ne donne aucune valeur en plus ou en moins en tant qu'être humain, quoi. Et, Je euh, pense, ouais. et du coup, c'est pour ça aussi que je trouve que tes croquis sont vraiment bien parce que, enfin, surtout ton humour et ton approche parce que ça dédramatise tout ça en fait autour du vêtement et tout ce qui fait que moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à un moment avec la mode et que j'ai failli quitter un peu. J'ai failli quitter le milieu parce que je trouvais qu'on se prenait tellement au sérieux en fait en donnant tellement de valeur à quelque chose qui finalement est juste un plaisir ou quelque chose en plus par rapport au reste en fait. T'as raison, t'as raison. Oui, c'est un thème qu'on a évoqué. Je pense qu'il y a plein de gens qui cherchent à se rassurer, qui trouvent des repères, qui trouvent des codes, et comme dans tous les environnements, pour certains, les codes sont au service d'un mode de vie, pour d'autres, ils préfèrent se mettre au service des codes pour mieux vivre, quoi. Et je pense que dans le vestiaire masculin classique, il y a de tout. Donc effectivement, quelqu'un de très bien habillé,
Euh, Ça va uniquement être un gage voilà, du fait qu'il soit bien habillé. Mais ça ne présage de rien d'autre a priori. Tu m'as parlé, en fait, on s'est écrit un mail avant que tu viennes. Tu m'as parlé d'un passage à Drouot Ah qui oui, t'avait donné envie de t'acheter des chaussures de style double boucle. oui, en fait, ça a été, je pense que ça a été un peu une claque sartoriale. Enfin, c'est le moment où j'ai basculé, si on doit présenter les choses comme ça. Je te disais tout à l'heure que voilà, j'ai toujours grandi dans des environnements comme ça. J'ai jamais eu de problème à porter des vestes et des cravates. Et en fait, j'ai basculé un jour en allant à Drouot à une vente avec un ami. Et en fait, en voyant cet univers-là, donc des gens qui étaient, j'imagine, bon, des commissaires-priseurs évidemment, mais j'imagine des antiquaires, des collectionneurs, des retraités, qui avaient un style, alors que je n'identifiais pas à l'époque, mais qui était un style assez Arnis, hein, la fameuse maison de la rue de Sèvres qui est maintenant rachetée par le groupe Berluti. Et en fait, c'est vrai qu'auparavant, je faisais un petit peu je différenciais le vestiaire business, enfin mon vestiaire business de mon vestiaire week-end. Et en fait, j'ai vu des gens qui étaient très élégants, avec des superbes souliers, qui étaient portés avec un jean, une veste en tweed, un manteau militaire par-dessus. Et en fait, ça a été un petit peu un choc esthétique, beaucoup plus que ce qui a été exposé chez Drouot, dont je me souviens pas. Mais je me souviens de ça. Je me souviens de ces gens-là. Et c'est vrai que je pense que ça a été un déclic à ce moment-là. Je suis sorti de là, je suis allé m'acheter une paire de double boucle Bordeaux, pardon. Tu les as achetés où? Je les ai achetés chez 7e Largeur, D'accord. qui était pas très loin de Drouot, Mhm. qui est une maison. Voilà, j'ai plusieurs paires de souliers qui viennent de chez eux. Je trouve ça un bon rapport qualité-prix. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai que ça a été le début. En fait, je pense que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on pouvait que c'était pas vestiaire classique contre reste du monde, que le vestiaire classique pouvait être intégré à la vie de tous les jours, qu'on pouvait en fait avoir une approche casuale de l'habillement, mais venant des codes classiques, quoi. Enfin, faire rentrer du casual dans le classique. Je trouve ça assez intéressant comme approche, et ouais, ça a été un petit déclic, ouais. Et tu suis des personnes. Est-ce que tu continues à t'inspirer d'autres personnes sur Internet, sur Instagram ou est-ce que tu penses que maintenant, ça y est, tu connais ton style et tu n'as plus besoin de Ah non, non, t'inspirer? non, 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 bien sûr que non. Je suis beaucoup de gens sur Instagram et c'est une source d'inspiration déjà pour mes dessins, puisque quand je compose des tenues, je peux pas non plus les composer ex nihilo. Hein, je vois toujours souvent des choses qui m'inspirent, des tenues qui m'inspirent, qui me donnent envie, que je reproduis. Donc non, non, bien sûr, je m'imbibe d'Instagram, sartorialement parlant, bien sûr. Tu aurais des comptes à recommander que tu aimes beaucoup? Alors, écoute, au-delà des gens que tu as déjà interviewés, que je suis quotidiennement, en France, oui, oui, il y a plein d'Instagram que je suis. Bon, il y a Dirnelly évidemment, mais qui ne suit pas Dirnelly? Je trouve, si on reste dans les Français, Paul Fournier, je suis assez admiratif. Je sais pas si tu le connais. Oui, je connais. Excellent. Bon, je trouve qu'il y a une recherche et une précision dans cette tenue qui est impressionnante. Oui, je suis plein de gens en France. Je suis pas mal de plus en plus de comptes scandinaves et asiatiques. Je trouve ils ont une approche du vêtement qui est super intéressante. Euh, ouais, donc non, je suis pas mal de monde. En fait, ce qui est bien, c'est que quand on est sur Instagram, on peut aller voir sur ton compte et voir les gens que tu suis. Oui, Et du coup, s'inspirer comme ça d'un compte à l'autre oui, tout à fait. pour Et puis je suis les marques aussi. les Les marques, oui. marques parce que c'est vrai que les lookbooks d'année en année donnent un peu des idées sur les tendances. Donc c'est vrai que je pense que si on voit les croquis sartoriaux, j'essaye d'aller chercher mon inspiration dans qu'est-ce qui se fait. Enfin, je vais faire une autopromotion sur un de mes dessins, mais par exemple, j'avais dessiné il y a 2 ou 3 ans deux messieurs dont l'un était en costume en Solaro et l'autre un costume en seersucker, et il disait
en termes d'élégance intemporelle, tu te plantes, le Solaro c'était l'année dernière, cette année c'est le Seersucker bleu marine, quoi. Celui-là aussi, j'avais bien rigolé. Et c'est vrai que là on voit par exemple, je trouve qu'il y a un gros retour du Seersucker en ce moment, depuis 2 ou 3 ans. Le Seersucker, en fait, c'est des rayures, des fines rayures un peu, c'est un peu gaufré, un peu gaufré, ouais. et c'est souvent blanc et bleu ciel, mais il y en a blanc et bleu foncé, blanc et orange. Ou uni, ouais, de plus en plus. Ouais. Historiquement, effectivement, c'était, enfin, le plus connu, c'est blanc et bleu ciel. Oui. Celui qu'on le voit, c'est très. Je crois que c'est indien à la base comme tissu, mais ça fait très. Mais ça fait très été, sport. Très estival, ça fait très prépi. Voilà, chercher le mot. Prépi. Prépi américain. Et puis, c'est beaucoup été repris par les Japonais. Et aujourd'hui, voilà, on en voit en bleu marine, on en voit en kaki, on en voit en beige. Drake's en a un kaki cette année qui est excellent dans son lookbook, dans sa collection. Donc, oui, c'est. Et typiquement, voilà, c'est vrai qu'en allant suivre un petit peu. Beaucoup de marques, beaucoup de tailleurs, etc. J'essaye de m'imbiber des tendances parce que l'élégance classique intemporelle, il y a quand même des tendances, il y a quand même des modes. Hein. Tu prends une veste des années 80, c'est compliqué de la porter maintenant, quoi. Donc il y a quand même des tendances et j'essaie de m'en inspirer quand même, ouais, pour être à la page. Est-ce que tu crois que du coup c'est possible de créer une garde-robe et d'un jour arrêter de consommer des vêtements? Parce que vu que finalement il y a quand même malgré tout des tendances, même dans ce qu'on appelle le style intemporel, j'ai l'impression que moi j'ai essayé au fur et à mesure des années d'acheter des choses en me disant comme ça j'aurais plus besoin d'en acheter. Et finalement, comme la mode évolue toujours et que notre œil évolue aussi avec ce qu'on voit autour de nous, j'ai l'impression que finalement c'est infini. Ça s'arrêtera jamais. Oui, je pense que les cycles sont plus longs que dans la mode féminine, peut-être. C'est-à-dire qu'une veste en tweed qui a 10 ans, tu peux la porter sans aucun problème. Enfin, a priori, ce serait pas ridicule. Mais il te manquera toujours une pièce, ou il te manquera les bonnes lunettes ou les bonnes ouais, là, on parle chaussures. On parle plus de besoin, là. Hein. Oui. Là, c'est plus effectivement une tournure d'esprit. Oui, évidemment. Oui, mais alors, est-ce que tu penses qu'en achetant certaines pièces qu'on pense intemporelles, est-ce que elles vont vraiment, est-ce que c'est possible d'un moment arrêter de consommer, tu vois? Là, je pense que c'est plus une question de personnalité ou de discipline personnelle. Ou alors faire peut-être la distinction entre ce qui est de l'ordre de la tendance et ce qu'il est. Mais est-ce qu'il y en a vraiment une de distinction entre la tendance et je pense que tu as quand même des pièces qui sont relativement intemporelles. En soulier, par exemple, tu prends un mocassin à Pampi d'il y a 20 ans, c'est globalement le même. Hein. Tu prends une chemise blanche, globalement, ça va être la même chose. Et la coupe, en fait. Moi, j'ai remarqué que c'est dans la coupe que, par exemple, j'avais quelques pulls en cachemire très jolis que j'aimais beaucoup, que je portais plus pendant quelques années. Et en fait, je pensais que je les aimerais toujours. Et puis finalement, je les ai ressortis et finalement, le volume, la forme, parce que la mode, c'est les volumes en fait. Est-ce que c'est la hauteur des coutures, tout ça. Et au final, les volumes ont changé et du coup, ça me plaît plus. Oui, mais là tu reviens dans la mode féminine. Oui. Et dans la mode masculine, c'est pas je comme pense ça. Je pense qu'il y a des tendances quand même. Maintenant, tu vois, moi je chine beaucoup, donc j'ai des costumes qui ont 30 ou 40 ans et qui sont complètement métables. Parce qu'en fait, il y a des modes, il y a des tendances, évidemment. Après, je pense que des pièces classiques, justement, elles sont classiques parce qu'elles ne sont pas non plus à suivre les modes et les tendances aveuglément. Quand dans les années 70, tu avais des vestes avec des revers qui allaient chercher des revers de 15 cm, peut-être qu'à cette époque-là, il y avait des tailleurs qui continuaient à faire des revers harmonieux. Dans les années 2000, il y avait des vestes avec des revers de 3 cm. Il y avait des tailleurs qui continuaient à faire des vestes avec des revers harmonieux. Et donc, du coup, de facto, une pièce qui était faite de façon relativement classique reste relativement métable a priori. Mais oui, si tu vas dans les extrêmes, forcément, ça devient daté.
Et les cravates, pour le coup, c'est plus marqué, parce que les cravates, effectivement, tant que tu achètes des cravates en grenadine de soie unie, a priori, ça sera intemporel. Si tu commences à aller acheter les petits motifs rigolos, justement, des cravates Drakes, qui fait chaque année des cravates avec des motifs un peu funny, oui, ça sera passé dans 2 saisons, ce sera immétable. Mais bon, on sait en l'achetant aussi. On a le droit de se faire plaisir aussi, quand même. Mais c'est vrai qu'on a le droit de se faire plaisir. Et dans une tenue, quand tu regardes, quand tu abordes une personne, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regardes en premier ? Souliers. Les chaussures ? Ouais. Les souliers ? Ouais, souliers, parce que je trouve que c'est un révélateur. C'est un révélateur. Je parle pour les hommes. Hein, parce que je suis en train de regarder tes bottines, mais c'est un révélateur de plein de choses. Je trouve un blue jean simple et une chemise toute bête avec une paire de souliers corrects, ça fera une bonne tenue. Alors qu'un costume d'excellente qualité avec des souliers pourris, ça gâchera tout. Mais donc pour toi, c'est révélateur du look entier, en fait, de la qualité de la tenue entière. Oui. C'est ça que tu veux dire ? Enfin, c'est révélateur. Après, une fois de plus, les gens très bien peuvent avoir des souliers oui, bien sûr. De mauvaise qualité, mais donc c'est révélateur de l'attention que la personne va porter à sa tenue. Je pense. D'ailleurs, on le voit dans d'autres domaines. Hein, il y a des sneakers addicts, des gens qui sont obsédés par les baskets. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est révélateur d'une attention qui est portée. J'imagine mal quelqu'un porter un costume de Ciccifonelli avec une paire de souliers, alors je citerai pas de marque du coup, mais de mauvaise façon, avec des semelles collées. Alors que je peux tout à fait imaginer quelqu'un porter des greens avec un jean Uniqlo et un polo, quoi. C'est tout à fait envisageable. Moi-même je le fais. Et aujourd'hui je suis en blue jean. Donc oui, je pense que c'est la première chose que je regarde. Mais alors, à quoi tu différencies une chaussure de mauvaise façon d'une belle chaussure ? Alors, je suis pas un expert du tout, hein. Je suis pas un technicien, donc c'est que à l'œil. Déjà, je regarde la semelle. Dans 90% des cas, les gens ont des semelles qui sont collées, donc ça se voit tout de suite. Et tu vois à quoi que les semelles elles sont collées ? Ce sont des semelles. Je sais pas comment le dire, ça se voit. Il y a pas de couture, ce sont des semelles rikiki qui sont pas épaisses. Souvent, d'ailleurs, elles commencent à être un petit peu décollées. La qualité du cuir aussi, je pense que ça se voit assez bien à l'œil nu. Et puis après, des coupes un peu fantaisistes ou pas adaptées, ça se voit aussi. Donc voilà, pas entretenu évidemment, c'est un point important aussi, même si là mes souliers sont pas très propres. Mais moi non plus. Voilà, enfin, je trouve qu'on arrive quand même à avoir une vision globale sur la personne. Mais est-ce que tu crois pas qu'il y a des gens comme nous, on sait que on sait pas, mais maintenant on le sait, que tu as 4 enfants, oui. Et moi 3, et tu crois pas qu'il y a des gens comme nous qui ont parfois pas le temps justement d'entretenir leurs affaires ou d'avoir les ongles bien faits? Ah mais je n'ai pas le temps. Pourtant, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps. Mais donc alors, quelqu'un qui aura des chaussures mal entretenues, finalement, peut-être qu'il adorerait avoir des chaussures bien entretenues et que malheureusement il arrive à son rendez-vous, mais il n'a pas eu le temps. S'il adorait, pardon, il le ferait. Ah, tu crois ? Ouais. Okay. Non mais quand même, je parle pas forcément d'avoir des souliers impeccablement glacés. Déjà, si quelqu'un aime ça, il va pas acheter des souliers à 30 € collés. Donc si, on voit quand même un cuir qui est complètement affadi. Et si tu prends des souliers de bonne façon, tout de même, tu peux te permettre, si tu les cires pas si tu l'entretiens un petit peu moins bien, et conserveront quand même un petit peu de tenue. Là où des souliers de mauvaise façon, très vite vont être complètement avachis au bout. Donc si, quand même, on arrive à voir. Après, une fois de plus, on ne juge pas les gens là-dessus. Mais si on arrive. Alors, si tu en viens à la question des enfants, évidemment que moi, je ne passe pas mes dimanches après-midi à bichonner mes souliers, parce que déjà, j'ai pas le goût pour ça et j'ai pas le temps. Donc évidemment, c'est pour ça que je porte quasiment que des souliers en daim d'ailleurs. C'est de temps en temps un coup de brosse et ça suffit bien, quoi. Et il y a eu un post sur ton blog où tu parlais du budget justement vêtements comparé au budget de pain Harris pour les enfants. Ouais. Et alors, c'est quoi tes astuces, toi, pour acheter des belles choses et à des prix raisonnables ? Eh bien, moi, je n'achète quasiment pas de neuf. Alors, si les pièces qui touchent la peau, je les achète neuves, les chemises, les chaussettes, les pantalons, ça dépend, mais tout ce qui touche la peau, en gros, je l'achète neuf, évidemment. Tout ce qui ne touche pas la peau, je vais plutôt tendance à aller acheter d'occasion.
Et une chemise d'occasion, tu l'achèterais pas? Moins, enfin ça pourrait m'arriver peut-être si je trouvais une super chemise, enfin pour une affaire, mais dans l'absolu, d'ailleurs du coup paradoxalement mes chemises me coûtent souvent plus cher que mes vestes. Ah oui, mais Bah oui, puisque tes chemises, elles sont sur mesure ou pas forcément? pas forcément, non non, j'achète des chemises, en fait j'ai trouvé un faiseur italien qui les fait, enfin dont la taille en prêt-à-porter me va bien, donc du coup je les achète en ligne chez ce faiseur italien. Il s'appelle comment? Il s'appelle Luigi Borelli. C'est un Italien qui est basé à Naples, qui fait des chemises bon, qui me vont bien. Alors après, des experts pourront dire, enfin, C'était j'en un sais rien, à hasard vrai dire. tu les as essayés par hasard Et j'en ai acheté une, elle m'allait, et voilà. Et c'est vrai que souvent, en plus, les Italiens ont tendance à faire des chemises en prêt-à-porter assez slim. Donc là, voilà, ayant vu que ce faiseur faisait ça à ma taille, maintenant, je m'embête plus. Ils sont 2 ou 3 fois par an sur vente privée, donc du coup, j'achète beaucoup de ça. Un petit peu de demi-mesure aussi. Ouais, je m'entends bien avec quelques maisons qui en font, donc du coup, je fais un petit peu de demi-mesure de temps en temps quand en je veux. chemise, toujours en chemise. En chemise, ouais, je Oui. parle de chemise, ouais. Quand je veux quand je veux des tissus qui me plaisent. Et c'est chez qui que tu te Eh bien, fournis? on a le droit de faire des pubs. Oui, on a le droit de faire ce qu'on veut. Moi, je m'entends bien avec les gens de chez Swan et Oscar, qui sont des amis. Donc du coup, je vais souvent chez eux. Voilà. Ok. Faire des chemises sur mesure. J'ai fait aussi avec Cotton Society récemment, parce qu'ils sont venus à Lyon, là où j'habite. J'habite à Lyon. Et D'accord. mais en revanche, voilà, pour le reste du vestiaire, c'est vrai que je vais plutôt avoir tendance à acheter d'occasion. Donc des costumes entiers d'occasion. Assez peu de costumes, puisque je Ah porte oui, assez parce peu que de maintenant tu costumes. portes surtout des dépareillés, Ouais, tu surtout des disais. dépareillés, donc non, des vestes, souvent des vestes sport que je vais acheter d'occasion, soit dans des boutiques physiques, soit sur des sites comme le Vestiaire du Renard que tu as interviewé, je crois, soit sur eBay, beaucoup sur eBay, ou Le Bon Coin, enfin voilà, beaucoup de. Et tu demandes exactement les mesures de la veste et tu sais à peu près si ça ira ou pas? Alors, il y a des maisons où je connais ma taille, Mhm. parce que c'est vrai que j'achète assez peu de bespoke en ligne, parce que j'ai un gabarit qui est peu standard, donc j'évite. En revanche, voilà, il y a plusieurs maisons dans lesquelles je connais ma taille, et je sais que si je prends, en l'occurrence, un 60 dans telle maison, il faudra peut-être que je fasse un peu retoucher, mais globalement, ça ira. Et voilà. Et Donc, t'as un bon retoucheur à Lyon ben, qui se fait. pour ce qui est de reprendre la taille, oui, quand même. Mhm. C'est quand même assez. Juste, tu fais reprendre juste la La taille. taille, parfois les longueurs de manche, mais longueurs de manche, c'est tout. souvent suffisant. Donc, puis après, une fois de plus, bon, bah, c'est pas non plus dramatique si la veste n'est pas impeccable, quoi. Ça reste très supportable. Donc je fonctionne beaucoup comme ça, parce que ça permet de rester dans un budget, tout simplement, déjà, et voilà, et puis d'avoir des très belles pièces pour un prix, enfin, que je pourrais pas m'offrir en neuf, quoi. Je voulais te demander, est-ce que tu voudrais me dire ce que ça veut dire pour toi être ringard? Et pourquoi ce serait un problème d'être ringard en fait? Je sais pas, j'ai dit que c'était un problème d'être Non, ringard. non, non, c'est moi qui te pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire être ringard? Bah, dans le regard des autres, on est tous le regard de quelqu'un, donc du coup c'est pas un problème parce qu'on s'en fiche. Bon, je sais pas, c'est peut-être attacher de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Peut-être que ça c'est un petit peu ringard comme Mhm. donc que ça Mais soit. est-ce qu'il y a un style vestimentaire qui est pour toi, qui est ringard ou Alors, est-ce que ce qui pourrait être ringard, c'est d'être en décalage. C'est d'être en décalage. D'ailleurs, j'avais fait un dessin sur ce thème, sur des vieux qui voulaient faire jeune. Donc j'avais dessiné un vieux monsieur, enfin un vieux monsieur, des gens qui devaient avoir 50-60 ans, et qui s'habillaient en sweat à capuche, avec une casquette, etc. Et l'autre personne lui disait tu veux faire jeune, mais en fait tu ne fais que vieux qui veut faire jeune. Nuance. Mais oui, je pense qu'en fait peut-être que aller contre son état, c'est peut-être ça être ringard. je pense qu'il y a un âge pour porter certaines choses, qu'il y a un âge où on doit arrêter de porter certaines choses.
Bah, je pense que non, parce qu'en fait, si on reste dans le vestiaire classique, tu peux porter des pièces du vestiaire classique à tout âge. En fait, justement, c'est plus on parlait de la mode, cette tendance jeuniste, donc refuser de vieillir en s'habillant comme un jeune ou comme on s'imagine que les jeunes s'habillent. Oui, ça pourrait être un gars. Après, une fois de plus, les gens font bien ce qu'ils veulent. C'est- Je ne jugerai pas quelqu'un sur son habillement. C'est plus le rapport au vêtement qui peut rendre ringard, peut-être, Ouais, le que rapport le au vêtement en vêtement. lui-même. Oui, parce que moi, je sais que mon père, il portait des sweats à capuche jusqu'à la fin de sa vie. Et il n'avait jamais l'air ringard, en fait. Et ben, Donc, il n'avait jamais l'air d'être un vieux qui essaye de faire jeune. bah, Parce que très bien. je pense qu'il habitait ses vêtements d'une façon tellement naturelle que finalement, quand on est bien en fait cohérent entre ce qu'on pense et ce qu'on met, j'ai l'impression que tout Mais c'est peut très matcher. possible. Ouais. C'est très possible. De toute façon, mes dessins ne sont pas paroles d'évangile, ont évidemment vocation à être contredits, et heureusement. Hein. Ah non, mais après, en fait, je pense il y a certaines personnes qui vont porter les choses alors qu'en fait, elles sont pas cohérentes dans leur façon d'aborder, tu vois, le vêtement qu'elles portent, et que du coup, ça crée une espèce de dissonance qui donne cette sensation, peut-être, tu vois, Ouais, ouais, ouais. de décalage. Dans ce cas, c'est peut-être c'est pour ça que je disais j'avais l'intuition de dire le rapport au vêtement plus que le vêtement en lui-même dans ce cas-là. Ouais, ouais. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu philosophique aujourd'hui, ça me fait plaisir. Est-ce que tu as un secret ou une astuce pour essayer de ne pas faire de faute de goût, mais ça revient un peu au même? Bon, je dirais les basiques, les basiques. Mmh. Les basiques, si tu as un pantalon beige ou gris, une chemise dans une teinte de bleu et une veste d'une couleur à peu près, à peu près neutre, globalement, tu as assez peu de chances de te tromper, quoi. Et ta matière préférée, ce serait quoi? Oh, écoute, j'ai des vestes, je pourrais me damner pour ça. Ce sont des vestes en tweed cachemire en fait. C'est des matières hallucinantes. On parlait d'eBay justement. Enfin, c'est en l'occurrence des vestes qui viennent d'un artisan italien qui s'appelle Cesare Attolini. Et en fait, je les achète sur eBay. Et à chaque fois, il a des accès à des matières. Je ne sais pas, il communique pas sur qui les fabrique. Mais je pense à deux. J'en ai une. J'ai un Donegal en cachemire marron un peu rouille avec un moustache parce que c'est un Donegal, donc un moustache irlandais vert, blanc cassé et orange. C'est une tuerie au toucher et puis esthétiquement. Et puis j'ai un Prince de Galles gris beige aussi en cachemire. Donc ça, ouais, ça les vestes en cachemire, c'est mon péché mignon avec un fut en velours ou en flanelle et une cravate en soie un peu lourde et des souliers en daim. Là, c'est impeccable. En fait, je sais pas si tu vois le journaliste américain Bruce Boyer. Mmh. Bon, bah, Oui, c'est bien. les lecteurs connaissent peut-être, les auditeurs, pardon, connaissent peut-être et regarderont, mais voilà, c'est le style de cette personne, c'est pas, y a rien à acheter, c'est parfait. D'accord. Comment il s'appelle, t'as dit? Bruce Boyer, Bruce Boyer. Ok, j'irai voir. ou Boyer, si on veut le faire à l'américaine. Ok. Comment tu fais quand tu as un vêtement qui s'abîme ou un endroit qui se découd Bah, là, c'est un arbitrage, c'est est-ce que ça vaut le coup de le reprendre ou pas. Toutes les pièces près du corps, donc chemise et compagnie, chaussettes, ça vaut pas le coup, donc enfin, si on voulait se mettre en dans une termes de démarche, temps si on voulait se mettre dans une démarche éco-responsable, il faudrait, et j'y viendrai peut-être, mais aujourd'hui, effectivement, une chemise qui est vraiment trop élimée, bah, ça devient un déguisement pour les enfants, ou ça devient ouais, une blouse de peinture pour les enfants, voilà. Donc c'est très bien. Une chaussette qui est élimée, ça devient de quoi entretenir les chaussures. Et après, voilà, pour une pièce typiquement, une pièce de qualité, là, oui, c'est un arbitrage après. C'est un arbitrage, est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Si c'est une très belle pièce, ben ça en vaut la peine. Et est-ce que t'aimerais apprendre à faire toi-même ou est-ce que tu fais faire Alors je ou est-ce fais que tu faire, sais mais faire des effectivement, choses il y a des choses que je devrais apprendre à faire moi-même, notamment les ourlets de pantalon, par exemple. Même, je pense, reprendre la largeur d'un pantalon, je devrais apprendre à le faire moi-même. Mais j'ai pas le temps. Oui, c'est vrai que après c'est une question de temps. Mais moi, je trouve que ça vaut le coup parfois d'apprendre. Je pense, J'avais oui, oui. peut-être envie de proposer ce genre De cours. de cours, oui. Mais ouais, mais en même temps, tu te tirais une balle dans le pied. Oui, c'est vrai.
Mais en même temps, je peux pas tout faire. C'est ça, c'est là aussi où parfois je vois une limite une grosse limite dans l'artisanat, Oui, c'est vrai. c'est qu'à un moment donné, on n'a pas le temps matériel de Une journée tout ne fait faire que 24 dans heures. une journée. Ouais. Et je me dis que parfois, il y a des choses qu'on m'apporte où je dis si la personne l'avait fait elle-même, ça aurait été mieux en fait. Peut-être. Bon, je pense qu'effectivement, en tout cas, le travail sur le pantalon, que ce soit ourler et même reprendre la taille, ça devrait pas être si sorcier que ça, j'imagine. Mais voilà, il faudrait que je me penche dessus. Ok. Donc tu disais que voilà, par rapport à ça pour les retouches, mais est-ce que tu prends soin particulièrement de tes affaires, de tes vêtements? Bon, je suis pas maniaque. Pas maniaque. Bon, mes vestes sont sur cintre, mes pantalons aussi. Après, mes souliers sont, ouais, voilà, sont posés dans un meuble. Comme on se le disait tout à l'heure, hein, j'ai 4 enfants, j'ai 2 boulots, donc mon métier dans les ressources humaines et l'illustration. Donc honnêtement, voilà, tout est sur cintre, à peu près correctement mis. Mais voilà, je suis pas du tout un ayatollah du rangement. Tout n'est pas sous housse. Et ton dressing est organisé d'une certaine manière ou tu mets des choses... T'as réfléchi à l'organisation de ton Oui, dressing? j'ai un étage avec les vestes, un étage avec les chemises en dessous, enfin vestes et pantalons, chemises en dessous. J'ai des portants pour les cravates. Et puis en fait, j'ai deux au grenier, comment on appelle ça, deux portants avec les vestes de saison. Enfin, donc l'hiver, j'ai dans mon appartement mon vestiaire d'hiver, plus mon vestiaire 4 saisons bien sûr. Et puis l'été, j'inverse. Donc là, il faut d'ailleurs que j'aille chercher le vestiaire d'été. Et tu passes beaucoup de temps à choisir tes tenues, à sortir les cravates avec les costumes? Bah, en fait, l'idée, c'est justement le fait d'avoir des pièces plutôt classiques, plutôt basiques. Ça permet d'éviter de passer trop de temps dessus parce que a priori, l'idée, c'est que quand j'achète une pièce, c'est qu'elle aille avec une bonne partie du reste de ma garde-robe. Donc, ça évite d'éviter de passer trop de temps dessus parce qu'en fait je l'ai pas ce temps-là, donc non, je passe pas énormément de temps. Après, souvent je pars d'une pièce la veille en me couchant, je dis tiens, demain, en fonction de la météo, en fonction des rendez-vous que j'ai, en fonction de tout ça, soit je pars d'une cravate, je pars d'une chemise, je pars d'une veste que j'ai envie de mettre, et puis je construis ma tenue en me couchant généralement sur cette base-là. Et alors, qu'est-ce que ce serait la tenue qui te définirait le plus de haut en bas? Qu'est-ce que c'est la tenue de Romée préférée? Ben, ça va être une veste en tweed, une chemise bleue, col boutonné. Col boutonné, en fait, c'est plus sport. Ouais, c'est ça, c'est un peu plus sport, c'est c'est un col un peu plus souple aussi, donc c'est moins formel, c'est à mon sens plus adapté avec le tweed. Un pantalon un pantalon en flanelle ou en velours, et puis une cravate. Alors j'ai une grosse période cravate Marinella où j'adorais ça, enfin j'adore toujours ça, mais je devenais fou. Tu les achètes en ligne? Alors soit en ligne, soit quand je vais à Naples, soit je les chine. Enfin bon, voilà, aux cravates typiquement c'est quelque chose qu'on peut chiner. À partir du Mais moment les où c'est cravates pas... Marinella, c'est plus c'est des cravates à 7 plis ou des cravates Non, c'est des avec une 3 plis. triplure? Ouais. Non, moi c'est des 3 plis. J'ai des 7 plis, mais bon, j'ai pas encore. Enfin, c'est très joli hein, les cravates 7 plis, mais voilà, là, pour le coup, c'est vraiment une coquetterie personnelle, la cravate 7 plis. Mais non, les cravates Marinella sont les 3 plis toutes simples, mais j'aime beaucoup les petits motifs géométriques ou floraux qu'il y avait dessus, en fait. Donc, dans le délit, j'en ai même fait sur mesure. Alors ça, on fait des cravates sur mesure, c'est improbable. Donc j'ai fait des cravates sur mesure à Naples quand j'avais été là-bas. Et puis au pied, ma foi, souvent des mocassins en veau velours. S'il faut définir ma tenue type, ça sera ça. Généralement une petite pochette, soit une petite pochette à motif, soit une petite pochette blanche basique, quoi. Et alors avec un col boutonné, une cravate, ça passe bien. Moi, dans ma tête, les cols boutonnés, c'est sans cravate, mais... Bah je pense que ça dépend des cols boutonnés. Ça dépend. Parce que du coup, tu es obligé d'ouvrir le bouton et de le refermer une fois que tu as mis ta cravate. Oui.
bon, ça reste supportable. Oui, ok. C'est un effort qui reste supportable, mais ça dépend. Celle que j'ai aujourd'hui, par exemple, je la porterai pas avec une cravate, mais ils font des cols boutonnés qui sont plus évasés et plus longs. Oui, ça dépend de la taille du col. Exactement, ils vont chercher le bouton un peu plus bas sur la poitrine, donc du coup, oui, on peut tout à fait les porter avec des cravates, bien sûr. Ok. Et est-ce que donc ton accessoire préféré, si je comprends bien, c'est la cravate? J'en porte pas. Non, mon accessoire le plus porté, ça reste la pochette, parce que je mettrai rarement une veste sans pochette, alors que je suis souvent sans cravate. Mais oui, j'ai effectivement un petit goût pour les cravates, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop et je continue à en acheter alors que j'en ai pas forcément besoin. Mais c'est mon petit exutoire. Ok. Merci beaucoup. En fait, je pense que on a fait un peu le tour des questions que j'avais à te poser. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou raconter une anecdote que t'as pas eu l'occasion de raconter? Écoute, Je t'ai pas demandé si tu portais des chaussettes particulières. Je vais encore faire de la pub. Encore de la pub. Je porte aujourd'hui même, mais comme quasiment tous les jours, des chaussettes qui viennent de chez nos amis, des chaussettes rouges. Oui. Et là, je porte une chaussette en caviar de leur collection ultra solide, collection de cette année, je crois. Donc non, c'est vraiment ce sont des chaussettes d'excellente façon et la série ultra solide en fait est vachement bien parce qu'elles tiennent vraiment bien. Elles tiennent vraiment bien, elles sont élégantes. Alors quand il fait très chaud, c'est un peu plus compliqué à porter, mais bon, je les mettrai pas. Mais c'est vrai que sinon, je ne porte que ça. Pareil, il se tire un petit peu une balle dans le pied en faisant des chaussettes ultra solides, puisque du coup on renouvelle moins. mais non, elles sont très sympas. Et puis pour le coup, je recommande aux auditeurs qui n'y ont pas été d'aller visiter la boutique, parce que déjà les deux associés sont très sympas, et puis la boutique est une expérience à part entière, quoi. Donc génial. Moi, je me suis acheté des chaussettes aussi cet hiver en cachemire chez eux. Oui, j'ai vu qu'ils faisaient une gamme femme. Oui, et elles sont super agréables, vraiment super. Donc pour le coup, c'est des chaussettes que je repriserai si jamais un jour elles se trouvent. Alors oui, c'est ça. C'est sûr que c'est un budget. Maintenant, comme j'en ai plusieurs, du coup, on est plus sur du renouvellement, donc c'est moins gênant de racheter une paire de temps en temps que de se constituer une garde-robe de chaussettes. Mais ce sont des belles initiatives. Tu parlais d'une démarche éco-responsable. Est-ce que t'es un petit peu dans cette démarche parce que t'achètes en seconde main? Ouais, je le fais pas pour ça. Ça serait hypocrite de dire que je le fais pour ça. Je le fais avant tout pour des raisons économique, mais en fait pas que, parce que je pense que même si j'avais les moyens de faire du bespoke tous les matins, j'aime bien la quête. En fait, je me demande si j'aime pas plus la quête que le vêtement. Alors ceci dit, dans le bespoke, il y a une dimension de quête aussi, puisque tu attends ton vêtement pendant plusieurs semaines. Mais voilà. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je n'achète pas de trucs neufs en boutique, c'est qu'en fait, bon, il y a les sous déjà, mais ça m'intéresse moins. J'aime bien la quête, j'aime bien le sentiment d'avoir fait une affaire. Je suis plus intéressé par le rapport qualité-prix que par la pièce en elle-même, quoi. Ou en fait, quand je vais acheter, si je devais acheter un costume neuf dans une boutique de prêt-à-porter, je me dirais, j'aurais toujours dans un coin de ma tête, pour le même prix, j'aurais pu avoir 3 vestes Kiton en cachemire sur eBay. Alors je les aurais pas eu tout de suite parce qu'il aurait fallu les trouver, avoir de la chance, être au bon moment, au bon endroit, etc. Mais j'ai plus de plaisir à ça. Mais c'est aussi parce que j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin d'avoir des vestes supplémentaires. Enfin, j'en ai assez. J'en vends d'ailleurs. Si y a des gens costauds sur eBay, oui, je renouvelle, quoi. Donc, okay. Et justement, ça me fait penser à une autre question. Donc finalement, on n'a pas encore fini. Et puis on reviendra sur l'éco-responsable aussi quand même. Oui. Alors dis-moi ce que tu voulais dire. Non, mais je dis que oui. En revanche, c'est vrai que c'était pas l'objet de ma démarche à la base, mais ça l'est un petit peu devenu. J'ai acquis des convictions à l'usage, et avec ma femme on est plutôt raccord là-dessus, donc c'est vrai que
que typiquement pour les enfants, par exemple, on fonctionne beaucoup en circulaire. On va racheter à des amis dont les enfants ont grandi des vêtements. On revend aussi quand les enfants ont grandi les vêtements plus petits. On revend ou on donne le d'ailleurs. matériel, même pour enfants, moi je vends mes poussettes, mais tout bien ça. Sûr, pareil, je n'achète rien de neuf pour les enfants. Et en fait, c'est vrai que c'était pas l'objet à la base, mais ça a sans doute un petit peu influé nos modes de consommation. Ce qui est plutôt une bonne chose. Je pense, de faire la circulaire. Mais bon, faut pas être hypocrite. Hein. L'objet initial, ça reste quand même la vanité, dans le sens, le plaisir de porter quelque chose de beau, évidemment. Oui, mais c'est vrai que si on peut en même temps avoir un comportement plus responsable, ça vaut le coup. Quoi. Oui, mais ça serait de mon côté, en tout cas, ça serait hypocrite de dire que je le fais pour ça. Mais... Ok. La question que je voulais poser, c'était, tu m'avais dit que tu avais eu des expériences en bespoke. Est-ce que tu voulais en parler un tout petit peu avant de... J'ai assez peu d'expérience en bespoke. J'ai eu des expériences en demi-mesure, où j'ai eu la chance de travailler avec Julien Scavini, que tu as interviewé, je crois, et puis avec Michael Onona, qui est un tailleur à Paris. Donc j'ai fait des pièces en demi-mesure chez eux, qui étaient de belles expériences. Voilà. Et Julien Scavini, tu t'es fait faire chez lui Je me suis fait faire 2 pantalons chez lui. Ouais, 2 pantalons voilà, que je porte toujours, donc qui sont très bien, très agréables. Et puis c'est une expérience, toujours une expérience très sympa de passer dans sa boutique, d'échanger avec lui ou avec ses collaborateurs. Donc non, c'est autant une expérience sartoriale qu'une expérience humaine, je trouve. Mmh. Et Michael Onona, c'est un petit peu la même chose dans un genre différent. C'est un personnage à rencontrer. Enfin, c'est quelqu'un qui a une énorme culture du vêtement, une énorme culture du chinage aussi, et qui est de très bons conseils. Donc je peux que recommander d'aller voir ces messieurs. Ouais. Merci beaucoup. C'est moi. Donc alors pour aller te retrouver sur internet, c'est le blog Les Croquis Sartoriaux. Oui, c'est ça, sur Facebook, Tumblr et Instagram. Et t'as un autre pseudo sur Instagram, non? C'est Rosas. C'est Rosas Croquis Sartoriaux, ouais. Rosas Croquis, c'est tout. Ok. Oui. Okay. Donc voilà. De toute façon, je mettrai tout ça dans les références. Merci beaucoup. Merci de ton accueil, Jessica. À bientôt. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté Cravate Club. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles sur Apple Podcast, à laisser des commentaires ou des suggestions sur des sujets à aborder, des personnes à inviter, sur le compte Instagram de Atelier Minutie, MINU2SI, ou par email à jessica@minutie.com. Cela ne vous prendra que quelques instants et ça m'aidera beaucoup. Merci et à très vite pour un prochain épisode.